Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur Eden Télévision, Matin d'Eden, pour le compte de ce jeudi 16 mai 2018. C'est la journée internationale du vivre ensemble. Quels sont, selon vous, les éléments constitutifs du vivre ensemble? On en parlera tout au long de ce numéro. Et puis, je disais tantôt, nous sommes le mercredi plutôt, c'est pas le jeudi, mercredi 16 mai 2018. Voyons. Alors, le léger retard à l'entame me perturbe quelque peu. Alors, nous allons vous proposer la une de seulement 5 journaux qu'a pu récupérer Corneille Haïsset, et ceci difficilement encore. Bonjour Corneille. Bonjour Loris, plutôt 10. Ah, vous êtes allé maintenant à une dizaine. Voilà. Et ceci difficilement, je disais. Ah oui. N'est-ce pas? Vous savez, c'est malheureusement ce qui nous a valu ce sensible retard à l'entame de Matin d'Eden. Et je parie que les auditeurs et téléspectateurs de la radiodiffusion Eden et Diaspora FM et les téléspectateurs nous l'ont concédé. Alors, après la une des journaux, ce sera l'actualité avec Aristide Setti. Bonjour Aristide. Bonjour Loris et Freddy Davor, bonjour Corneille Haïsset, bonjour aux amis téléspectateurs d'Eden TV et aux auditeurs de la 102.3. Alors, toujours pour le compte de ce numéro de Matin d'Eden, pour ce mercredi 16 mai, eh bien, vous suivrez la sélection d'Eden avec Ahmed Arikpa, la chansonnette avec Maury Arnaud Agoua, et puis le débat Faire croiser qui se propose de dresser le bilan du mandat de la Cour constitutionnelle, le mandat de la Cour Holo, si vous le voulez. Pour faire l'exercice, eh bien, Cyriac Desquenou, il est directeur de publication du quotidien Émergence Info, et en face de lui, vous retrouverez le rédacteur en chef de Palmarès, du quotidien Palmarès, c'est bien Narcisse Ressou. Les deux revisiteront le mandat de la Cour constitutionnelle, le mandat finissant bien évidemment. Alors, ce ne sera pas tout. Vous aurez droit à la revue internationale de Carlo François Humbele Hentor. Ce sera là l'essentiel de ce menu de votre émission Matin d'Eden que nous ouvrons avec les titres des canards qui ne sont pas venus ce jour. Corneille, je vous reviens à nouveau. Bonjour Loris, bonjour à tous les... 16 mai 2018, bienvenue à toutes et à tous. On démarre la une des journaux par le quotidien L'Autre Vision qui titre ce matin des crispations de la tension sociale au Bénin, syndicats et gouvernement désormais la main dans la main, des efforts faits de part et d'autre pour un bon climat social. L'Autre Vision titre aussi Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, élection des membres du bureau prévu pour demain jeudi. Et puis renouvellement de la Cour constitutionnelle, le bureau de l'Assemblée nationale lance les hostilités. Tous ces détails à retrouver dans la ligne du quotidien L'Autre Vision. Le potentiel titre projet Arche sous la rupture, 60% de couverture sociale sous Patrice Talon. Détail à retrouver en page 3 du quotidien. Le potentiel des centres du DGI sous l'ancien pont suite à une alerte d'un internaute, plus de peur que de mal, a dit et assure. C'est à lire aussi avec le potentiel toujours pour un meilleur confort de l'administration. Le ministère de l'Intérieur déménage pour l'ancienne primature. L'information nous est rapportée ce matin par le potentiel. Le Soleil Bénin Info à la suite du quotidien. Le potentiel, le Soleil Bénin Info titre décrispation de la tension sociale au Bénin. Gouvernement et syndicats en accord. L'exécutif reste ouvert au dialogue pour une fin définitive à la grève. Un détail à retrouver en page 3 du quotidien. Le Soleil Bénin Info, animation de la vie politique au Bénin, écrit aussi le Soleil Bénin Info, comment la rupture a éventré la machine de l'opposition. Animation de la vie politique au Bénin, comment la rupture a éventré la machine de l'opposition. Et puis cadre de vie et du développement durable, Avlekete Aouida sera bientôt une attraction touristique. Les travaux démarrent en octobre prochain, précise le quotidien Le Soleil Bénin Info. Décryptage et info,
Décryptage info, titre des affaires à la politique. Adiavons l'homme au mauvais choix. Des affaires à la politique. Adiavons l'homme au mauvais choix. C'est la manchette du quotidien Décryptage info. Autre actualité à la une de ce même quotidien. Lutte contre la corruption au Bénin. Talon travaille-t-il pour l'intérêt général du peuple? C'est une interrogation affichée ce matin par Décryptage info. Puis coopération bénino-française, revue du portefeuille des projets financés par l'Agence française de développement au Bénin. Une revue que vous propose ce matin Décryptage info. On retrouve maintenant l'économiste. L'économiste qui titre Assemblée annuelle à Afreximbank va célébrer ses 25 ans à Abuja. C'est la manchette du quotidien. L'économiste, on reste avec ce même quotidien qui titre aussi protection et valorisation de la côte maritime. José Didier Tonato visite le segment Avlekete Diegbadi. L'information nous est rapportée par l'économiste. Toujours pour le compte de cette revue, cette fois-ci on retrouve le quotidien du service public. Le quotidien du service public qui affiche à sa manchette renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, les 4 représentants du bureau du Parlement, photo à l'appui. Autre titre avec la Nation, revue trimestrielle au ministère du Plan et du Développement, des projets financés par l'Agence française de développement au scanner, puis protection du segment de la côte à Vlekete. Le ministre Tonato visite le site de stockage d'enrochement. Des détails à retrouver dans la ligne du quotidien La Nation, le quotidien du service public. Le Béninois libéré pour poursuivre cette revue des titres. Le Béninois libéré, titre construction de la digue d'Avlekete. Pourquoi aller chercher les blocs de granit en Norvège? C'est une interrogation du quotidien Le Béninois libéré. Construction de la digue Avlekete. Pourquoi aller chercher des blocs de granit en Norvège? Le ministre Tonato doit des explications au peuple. Autre actualité à retrouver avec le Béninois libéré. Réussite de Semen City, la Silicon Valley. Béninois talon détecte l'homme le mieux indiqué. Johannes Dayon nommé PCA. L'information nous est rapportée ce matin par le Béninois libéré. Le Martinal, le quotidien Le Martinal avec la plateforme SICO. La NPE se rapproche des demandeurs d'emploi. C'est la manchette du quotidien. Le Martinal écrit aussi relations diplomatiques entre le Vatican et le Bénin. Talon reçu par le pape vendredi. Et maintenant, matin libre, fonctionnement des institutions à la ruse de Talon pour contrôler la Cour, les 4 membres du Parlement désignés. La crainte de Adiaka se précise. On va maintenant poursuivre et retrouver le coopérant avant de mettre un thème à cette revue des titres. Le coopérant qui titre ce matin, imaginaire et fantomatique, coalition Adiavon Yahi et Umbeji contre la rupture. Les ennemis du PRD tentent d'opposer Patrice Talon à Rumbeji. Les ennemis de la rupture du PRD tentent d'opposer Patrice Talon à Rumbeji. C'est un titre à retrouver à la manchette du quotidien Le Coopérant. Le Coopérant a écrit également communication du gouvernement sur le chantier abandonné du Parlement. Un énième audit qui dédouane le CEO des malfaçons est dénoncé. Le faux procès également. C'est un titre à retrouver avec Le Coopérant. Le Coopérant a également abordé plusieurs autres actualités et repris des activités dans le secteur de l'éducation. La preuve que l'IMP de Massim Agosouvet avait vu juste et était accusé à tort. Tous ces détails à retrouver dans la ligne du quotidien Le Coopérant. Merci Corneille Haïssé pour ces unes que vous avez fini par nous livrer. Merci, bonne journée. Mais avant, je vous libérerai pas comme ça. Oui, ce serait trop facile, n'est-ce pas Aristide Sétine? Ce serait facile de le libérer aussi vite. C'est vrai qu'il a le 13h. C'est vrai qu'il a le 13h, mais de 9h à 13h,
C'est un bon nombre, hein, c'est toute une vaste parcelle de temps pour préparer le 13h. Oui, Corneille, je vous retiens encore. Ça ne vous suffit pas quand vous ne vous y mettez pas tôt. Oui. C'est seulement 2 à 3 minutes qu'on vous prendra ici et juste après, vous serez libre pour vous plonger dans les méandres, les coulisses du 13h. Alors, Corneille, vous avez suivi l'actualité depuis quelques jours. La Cour Olo finit son mandat dans quelques semaines. Vous le savez, les supputations, commentaires et analyses en cours dans la presse écrite, sur les autres médias en ligne et dans les groupes forums, WhatsApp et autres font état de ce que le président Patrice Talon tente au maximum d'avoir la même mise sur la prochaine mandature, la prochaine équipe. Quelle est votre lecture? Hier, vous avez voulu le faire, cet exercice, mais je n'ai pas voulu parce que c'était... Oui, c'est vrai que je n'ai pas voulu partager avec vous exactement cette une que nous propose encore Igor Rontondi, cette une de Matin Libre qu'on sait quelque peu acerbe vis-à-vis du régime. Mais ce n'est pas que Matin Libre qu'il dit, hein. Il y a d'autres analystes, d'autres politistes qui pensent la même chose que Patrice Talon. On veut avoir la cour rien que pour lui. Enfin, la prochaine. Vous partagez cet avis? La question... Ou faites-vous la même lecture? La question pourrait peut-être été posée autrement. Non, je la veux ainsi, je connais. Non, en fait, apparemment, pour le moment, pour ce que je vois à l'heure actuelle, je suis tenté de comprendre qu'effectivement, qu'il y a peut-être des manœuvres aussi pour contrôler la Cour. C'est une bonne guerre aussi, c'est des stratégies. On ne peut pas refuser quand même à Patrice Talon d'user de ces stratégies en politique. Non. Quand je le dis pourquoi? Parce que, vous voyez... La loi fondamentale dispose en son article 115 qu'il a droit à 3 personnes, qu'il doit proposer 3. Tout à fait. L'exécutif, le président propose 3 membres, le Parlement, les 4. Alors vous avez vu le jeu. Le Parlement a fait son jeu. Le Parlement a fait le jeu, mais le Parlement a désigné un membre de l'exécutif déjà. Tant mieux. Ça, c'est pas Patrice Talon. Ça, c'est pas Patrice Talon qui l'a proposé. Justement, c'est pas Patrice Talon qui l'a proposé, mais connaissant les relations. Patrice Talon n'est pas député. Patrice Talon, je dis au-delà de ce qu'il est lié en tant qu'aujourd'hui homme d'État, des relations privilégiées. C'est son collaborateur. Vous n'allez même pas me dire que Djobelu, une fois à la cour, ne va peut-être pas défendre quelquefois, peut-être pas. On ne va pas à la cour pour défendre. Je le dis ainsi. On ne va pas à la cour pour défendre parce que c'est une institution à part entière. Nous avons vu Djobelu sur plusieurs dossiers déjà. Et avec sa façon. Mais là, vous voyez le Djobelu. Là, vous voyez le Djobelu, membre de l'exécutif. On est sûr quand même qu'une fois peut-être à la cour, bon, d'accord, ça peut arriver, les choses pourraient se passer comme ça. Maintenant, la désignation de Djobelu, ça vient confirmer certaines rumeurs. Oui, mais, vous savez, mais hier je disais... On disait, bon, voilà, c'est celui qui est pressenti, il va à la cour et tout. Et aujourd'hui, on s'attendait peut-être à ce que c'est le président, Patrice Talon, qui le désigne, mais c'est l'Assemblée qui l'a désigné. Et vous savez bien que le président a 3 membres à désigner, l'Assemblée 4. Oui. Et si déjà un membre de l'exécutif se retrouve désigné parmi ceux-là que l'Assemblée a envoyés. Ce qui n'est pas contraire au test. Non, pas bon, je ne dirais pas. Vous savez, je ne suis pas juriste, mais moi, quand on va s'intéresser un peu à l'esprit des tests, je crois quand même que si déjà le président de la République, je dis l'exécutif, peut désigner, parce que lorsque le président de la République désigne, c'est l'exécutif qui désigne en ce moment-là. Si déjà l'exécutif peut désigner, pourquoi alors l'Assemblée va encore puiser parmi cette...
parmi les membres de l'exécutif. C'est un peu ça. Les tests n'ont pas spécifié des choses. Mais je dis qu'on va respecter un peu l'esprit des tests, on s'interrogera. Et c'est le moment maintenant d'inviter les juristes, les politologues à nous expliquer est-ce que cela peut se passer comme ça c'est possible. Parce que quoi? Qu'on le veuille ou pas, ceux qui disent que Patrice Talon cherche à contrôler peut-être la Cour, aujourd'hui, on est tenté de leur donner raison. Pourquoi? Parce que lorsque l'équipe va se former de cette façon-là, la majorité, si déjà le président propose 3, et si parmi les 4 proposés par l'Assemblée nationale, il y a un membre de l'exécutif, quel membre vous connaissez bien, alors ça veut dire déjà que la majorité au sein de cette c'est qu'ici toutes les analyses semblent confondre ou comparer la Cour constitutionnelle à l'Assemblée. À l'Assemblée, il se joue un jeu hautement politique. Mais ici, c'est une institution, une haute institution à part entière, qui ne dépend pas du gouvernement, de l'exécutif. Vous n'êtes pas sans savoir que la Cour est là pour contrôler la conformité des décisions vis-à-vis de la loi fondamentale. Donc, Diogbenou, il semble qu'il y a une sorte de confusion entre les casquettes. On confond Diogbenou, ministre, à Diogbenou, une fois sage de la Cour constitutionnelle. Là, le Diogbenou, sage de la Cour constitutionnelle, n'aura pas comme rôle de défendre le gouvernement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsque vous lisez les tests, c'est ce que les tests disent. Mais au-delà de ça, c'est autre jeu qui se joue. Celui qui est nommé à la Cour, c'est quelqu'un qui l'a nommé. C'est quelqu'un qui l'a nommé. Mais il se pourrait bien qu'à des moments donnés, on cherche peut-être à être redevable à oui, mais l'autre chose, c'est qu'il y a... avec vous, si c'est peut-être une élection. En fait, c'est ça en réalité, les insuffisances au niveau de nos tests. Vous n'êtes pas aussi sans savoir qu'il existe des tests qui régissent le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, et qu'une fois Diogbenou sage ne pourra pas passer outre. Il ne pourra pas faire sa loi à lui. Mais non, il n'aura qu'à respecter les tests en vigueur, les tests de la Cour constitutionnelle. Vous ne direz pas le contraire. Il n'aura pas à fabriquer maintenant autre loi que celle qui existait. Mais vous avez parlé des tests de la République. Et il ne pourra pas dire autre chose. Vous avez vu, et vous êtes d'accord avec moi, que ce régime, à des moments donnés, tente de contourner des tests, tente de ne pas respecter. Il y a des décisions de la Cour constitutionnelle dans ce pays qui n'ont pas été respectées jusqu'à aujourd'hui. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Alors, donc, c'est ça le vrai débat. C'est ça le vrai débat. Et je dis ce que je vais vous rejoindre en disant, oui, la Cour, c'est votre mission. La Cour, la loi a défini ses prérogatives clairement. Et il ne faut pas envoyer n'importe qui à la Cour. Donc, c'est ça, justement. Il faut qu'au-delà de tout ce que nous connaissons des compétences... Une chose tombe bien sous le sens, le profil des cadres sélectionnés par le bureau de l'Assemblée nationale fait l'unanimité. On dit les sages de la Cour constitutionnelle. C'est déjà ce qui est rassuré. Il faut que ça soit effectivement les sages de la République qui se retrouvent à la Cour et pas un simple politicien ou... Et jusque-là, vous et moi, nous ne disposons d'aucun élément constitutif qui puisse dénier la sagesse aux cadres sélectionnés. Jusque-là, vous ne direz pas le contraire. C'est nos débats. Alors, merci. C'est nos débats qu'on fera lorsqu'on connaîtra les sept sages-là. On verra ce débat plus tard. Merci. Bonne journée, Corneille. On va passer maintenant à l'actualité avec Aristide Sethi. Mais avant, je dois vous souffler que dans le débat Faire croiser, nous aurons affaire avec Cyriaque Dekenou, le directeur de publication de Émergence Info, et le rédacteur en chef du quotidien Palmarès, Narcisse Ressou, le bilan de la Cour constitutionnelle actuelle, le bilan de la Cour au lot, et puis le conducteur de mototaxi qui a signé ce jour la rubrique On vous aime maintenant, Jérémy qui sait ou non, un autre ami de Aristide Sethi. Il a 15 ans d'expérience et il se prononce sur les malversations financières dans l'armée et les sanctions intervenues. Vous les avez suivies sur nos antennes et sur les autres chaînes. Les sanctions retenues prononcées contre les 27 S policiers et S gendarmes. On revient maintenant à l'actualité. Ouvrons le bulletin d'information.
Alors, en prélude au démarrage des travaux de construction de la digue immergée d'Avlekété entrant dans le cadre de la protection côtière, le ministre du Cadre de Vie, José Didier Tonato, a effectué une visite au port autonome de Cotonou. L'actualité remonte à ce mardi 15 mai 2018. La réussite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 dans le secteur de la protection et de la valorisation de la côte maritime du Bénin passe par la réalisation de certains projets prioritaires de protection côtière dans les différents segments significatifs du littoral béninois. C'est dans cette optique que le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a effectué ce mardi 15 mai une visite au port autonome de Cotonou pour apprécier l'évolution des travaux et ensuite le navire d'enrochement, le JMB Artemis, qui a accosté le jeudi 10 mai 2018. Compte rendu, Cano François Angbrinto et Romaric Tevochi. Si les travaux du projet de protection de la côte à l'est du chenal de Cotonou démarrés en juillet 2017 s'exécutent suivant les prévisions, c'est le tour du segment récréo-touristique du centre d'abriter, le second projet prioritaire du PAG dans le domaine de la protection côtière. Il s'agit du projet de protection et de valorisation du segment de côte à Avlekété et Djegbadji dans la commune de Ouida. Pour s'assurer alors de la mise en œuvre du dit projet, le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a effectué une visite sur le site qui abrite l'exécution du projet. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi régulier par le ministre des différents chantiers contenus dans le portefeuille de son département ministériel. Une fois sur le site, l'autorité ministérielle AU3 a non seulement une explication approfondie sur le niveau actuelle d'exécution des travaux et de ce qui reste à faire, mais aussi à une visite guidée du navire d'enrochement, le GMB Artemis, qui a accosté ce jeudi 10 mai 2018 à 5 heures du matin, transportant environ 35 000 tonnes de pierres de calibre 1 à 3 tonnes. José Didier Tonato est revenu à la fin de la visite sur les raisons fondamentales de cette dernière. Ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est que nous avons reçu le navire GMB Artemis qui a ramené 33 000 tonnes de blocs de granit qu'on appelle carapace entre 1 et 3 tonnes qui vont servir à la construction de la digue immergée d'Avlekété. Le site d'Avlekété, c'est un peu avant Ouida, en partant d'ici, où nous avons identifié également un périmètre attaqué par l'érosion côtière, mais dans le cadre du développement du programme touristique, il a été décidé de mettre sur Avlekété une plage balnéaire d'une longueur de 4 km qui va permettre le développement d'infrastructures hôtelières et d'activités de développement touristique. Et pour construire cette digue-là de 4 km immergée sur la plage d'Avlekété, nous avons contracté avec l'entreprise Yann Denoul pour mettre en place cette digue qui va consommer 1 200 000 tonnes de blocs de granit. Très anxieux par la réalisation de certains projets prioritaires de protection côtière dans les différents segments significatifs du littoral béninois, le ministre a profité de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des entreprises. Appel aux opérateurs privés de tous les secteurs, en particulier mes amis de l'ANECA qui sont sur le secteur de l'entreprise, à se préparer. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu leur président pour leur dire préparez-vous. Préparez-vous parce que nous aurons besoin, même la main-d'œuvre sous-traitante, vous ne serez pas suffisamment nombreux pour faire face à la demande qui vient. Ouverture de carrière, je le dis, entreprise, main-d'œuvre, intervention, le besoin sera grand à partir de mi-2018 jusqu'à la fin du mandat. Rappelons que les travaux ont été confiés à l'entreprise Yann Denoul pour une durée de 36 mois. La mobilisation générale du chantier et les travaux préparatoires et l'installation ont démarré depuis fin février 2018 et se poursuivent. Notons également que l'approvisionnement en enrochement, principal intrant dans la structure des ouvrages, a également démarré et évolue au rythme prévisionnel.
Et nous poursuivons ce point de l'actualité sur Matin d'Éden. Séance de prise de contact du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Joseph Fifame Djokbenou, avec les 100 nouvelles recrues au profit du greffe béninois. C'était dans la matinée de ce mardi 15 mai 2018. Ce mardi 15 mai, le ministre de la Justice, Joseph Fifame Djokbenou, a initié une rencontre de prise de contact avec les nouvelles recrues du greffe. Au nombre de 100, ces lauréats ont été retenus suite au concours des greffiers organisé par le ministère de la Fonction publique au profit du ministère de la Justice le 27 janvier 2018. Ils avaient tous répondu présents dans la matinée de ce mardi à cette convocation du garde des Sceaux à la salle des fêtes des tours administratives. Mori Ano Agua et Denis Marouya pour le compte rendu. Ils sont au nombre de 100, dont 27 femmes à être recrutées suite au concours des greffiers qui s'était déroulé le 27 janvier 2018 au profit du secteur de la justice. Cette première rencontre entre le garde des Sceaux et les lauréats a été une occasion pour Joseph Djokbenou de rappeler les aspirations du peuple vis-à-vis du secteur qui les accueille. Le contribuable accepte de faire les sacrifices. Il vous appartient d'accepter d'être à son service de manière continue, de manière forte, que la disponibilité soit entière. Le milieu judiciaire est un milieu de forte tentation. Vous avez le choix entre le fait d'acquérir une fortune indue, illégitime, et d'en être dépouillé lamentablement le surlendemain, et celui de construire votre vie avec patience, avec abnégation, avec courage au service de la communauté. Joseph Djokbenou espère qu'avec ces nouveaux greffiers, la justice béninoise connaisse ce qu'il appelle sa rédemption. Donnez la preuve que lorsque vous serez avec les autres acteurs de la justice, que l'évaluation au niveau du système d'intégrité nationale de la justice n'identifierait plus la justice comme le secteur le plus corrompu. Faites en sorte que votre entrée, par votre entrée, que la rédemption commence, que l'on regarde la justice avec beaucoup plus de fierté, avec beaucoup plus de dignité. Et si l'intégration au greffe des 100 nouvelles recrues intervient dans un contexte de fronde sociale dans le secteur de la justice, le professeur Djokbenou en appelle à leur impartialité. Des déviances regrettables. C'est dans ce contexte que vous arrivez. Vous êtes venu aussi dans le contexte général de peu de considération que nous avons à l'égard du travail, que les inquiétudes sont fortes de l'état d'esprit, de la manière de servir des agents, que le gouvernement aurait pu considérer cela et se hâter très lentement avant de recruter. Mais pourtant, le président de la République poursuit son programme de recrutement responsable. C'est un signal d'espérance à votre égard. Pour une prise de contact des greffiers avec le ministre de la Justice, c'en est une. Maître Djokbenou leur a tout logiquement souhaité une bonne carrière. Et nous passons maintenant d'un ministère à un autre, au ministère du Plan du Développement. Horacia Djodi et Fiacre Voïta ont assisté toujours dans la matinée de ce mardi à l'ouverture de la revue de portefeuille des projets financés par l'Agence française de développement. Une rencontre dont l'objectif est d'apprécier la performance globale du portefeuille et d'échanger sur les difficultés qui entravent leur mise en œuvre. Suivez le reportage. L'Agence française de développement accompagne depuis plusieurs années les projets de développement du Bénin. La revue de ce 15 mai 2018 est donc une occasion pour faire le bilan de l'exécution des projets financés dans les domaines prioritaires que sont l'énergie, le développement humain, les secteurs sociaux et l'agriculture.
Des projets signés à partir de 2014, dont le taux d'exécution financier tourne autour de 14%, donc faible. L'enjeu majeur aujourd'hui pour nous est donc celui de la mise en œuvre du respect des délais impartis et des engagements pris. Cette revue doit nous permettre d'identifier collectivement les contraintes, les freins et les difficultés qui tendraient à ralentir la mise en œuvre des projets pour lever autant que faire se peut les blocages et faciliter leur exécution. Selon l'ambassadrice de la France près le Bénin, cette revue intervient à un moment où les engagements financiers de la France se sont considérablement accrus. Elle est par ailleurs revenue sur quelques chiffres des engagements de l'AFD. Les nouveaux engagements de l'AFD au Bénin se sont élevés en moyenne, tous instruments confondus, à 66 millions d'euros, soit à peu près 43 milliards de francs CFA par an, contre 10 millions d'euros en moyenne annuelle pour la période précédente. C'est donc une augmentation très sensible, comme vous le voyez. Pour 2018, l'agence a d'ores et déjà approuvé 16,2 millions d'euros de financement et prévoit d'engager au total sur l'année 115 millions d'euros. Le montant global du portefeuille s'élève aujourd'hui à 283 millions d'euros, 186 milliards de francs CFA. Le ministre d'État du Plan et du Développement, Abdoulaye Biotchane, tout en remerciant l'AFD pour son appui financier à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, a rappelé le mécanisme mis en place pour le suivi de ces projets. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement a pris les mesures nécessaires à travers les différents mécanismes de suivi. Nous avons le comité de suivi des projets, les projets phares d'abord, ensuite l'ensemble des projets, les comités ministériels et sectoriels, et enfin les unités présidentielles de suivi qui nous permettent donc de nous assurer de l'évolution des projets. L'organisation trimestrielle des revues conjointes nous est apparue donc indispensable pour compléter les mesures qui sont prises au niveau gouvernemental et faire en sorte que les projets sortent vite de terre, une fois qu'ils sont conçus, qu'ils s'exécutent très rapidement et que leur suivi soit amélioré. Cette revue va permettre de faciliter et d'accélérer la mise en œuvre des projets et consolider la coopération entre le Bénin et la France. Et nous y sommes encore. Ce 15 mai, la communauté internationale a célébré la journée de la famille. Une journée instituée par les Nations Unies le 20 septembre 1993 pour sensibiliser les peuples sur l'importance d'une bonne famille. Mais quelles sont les valeurs d'une bonne famille pour le développement des sociétés? C'est à cette question qu'a répondu Carole Olaye dans ce reportage que je vous invite à suivre dans le cadre de cette commémoration. Le rôle des familles et des politiques familiales dans la promotion de l'objectif de développement durable 16 est le thème retenu au plan international pour célébrer la journée du 15 mai qui met en exergue l'importance de la famille dans le monde. Un thème qui met l'accent sur la promotion des sociétés et qui nous amène à voir la relation entre famille et société. La famille, c'est le premier espace de socialisation de l'enfant. C'est le premier creuset, c'est le premier cocon qui permet à l'individu de passer de l'étape d'individu difforme, non forme, à l'étape de la personne. C'est-à-dire à qui on a inculqué les valeurs, les principes qui régissent la société dans laquelle il doit vivre. Donc c'est une mini-société, c'est la société à l'échelle la plus réduite. Alors la famille, dans sa vocation originelle, c'est justement celle-là qui est constituée d'un homme, d'une femme, qui s'unissent et desquels jaillissent comme un fleuve l'espérance de la continuité. Je veux parler des enfants. Et c'est dans le lien, la reconnaissance réciproque de fondement de ces relations qu'ils peuvent vivre un équilibre de vie.
Dans les sociétés de nos jours, cet équilibre est presque absent, et ce pour plusieurs raisons. S'il est clair qu'une société paisible et juste dépend forcément de la qualité de sa première cellule de base, de son unité primitive qu'est la famille, on peut alors donc s'interroger à juste titre, quelle valeur pour une bonne famille? Si nos familles sont des lieux où l'éducation est transmise de façon adéquate et équilibrée, la société, elle aussi, serait un lieu de convivialité. Si la famille est le lieu où se transmettent les valeurs fondamentales de rapports interpersonnels et de relations humaines, notre société ne peut être qu'un champ de fraternité immense. Et alors, si nos familles perdent la boussole et les orientations nécessaires, c'est normal que nous arrivions à cette situation où il y a tant de conflits dans notre société. D'hier à aujourd'hui, les modèles familiaux, les structures familiales que nous avons ont fortement évolué, ont migré, se sont transformées. Et vous avez un père qui est quelque part, des mères qui sont ailleurs, le papa qui sort à 18h et qui a 4 foyers dans Cotonou, qui est obligé à partir de 18h30 de passer dans tous ces foyers et de revenir dans le foyer principal où il vit avec maman et 2 enfants. Résultat, il ne voit pas les enfants au réveil, il ne les voit pas au coucher. Les week-ends, il s'en va pour assurer telle ou telle autre chose, il n'assure plus l'autorité paternelle. Deuxièmement, on devient précocement parent. Lorsqu'on est parent très tôt, on n'a pas soi-même le temps d'être éduqué. Troisièmement, il y a un certain nombre de réalités concrètes, de vie et de mort dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui au Bénin, autour de nous, par Internet interposé, qui soumettent les institutions familiales à rude épreuve. Quatrième élément qui secoue l'institution familiale, c'est qu'il y a plus de censeurs que d'accompagnants. De nombreuses raisons qui expliquent la dislocation, voire le déclin des familles. Un fait qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde et particulièrement au Bénin. La première conséquence, c'est que l'institution fout le camp. Quand l'institution fout le camp, elle ne joue plus son rôle. Si elle ne joue plus son rôle, au lieu de former des gens, au lieu de charrier des valeurs, au lieu de transmettre des valeurs, on va transmettre des contre-valeurs. Donc, on va former des ovnis, on va former des cas sociaux, on va former des délinquants sociaux, on va former des gens qui ne sont pas eux-mêmes, qui sont déstructurés et qui ne peuvent donc pas travailler au développement de ce pays. Et vous avez une société complètement bloquée, vous avez une société asphyxiée, vous avez une société où il y a une absence totale de valeurs. Un fait qui n'a pour corollaire que les conflits, la désunion, la guerre des intérêts, des contre-valeurs qui entravent le réel développement de nos sociétés. Et oui, et ce sera donc tout pour ce point de l'actualité sur Matin d'Éden. C'était avec Aristide Setti. Merci à vous, Aristide. Merci Loris, Freddy Davor, et très bonne journée à tous les amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3. Et toujours avec vous, Aristide, on reçoit le conducteur de moto-taxi que nous appelons au Bénin Zémédian. Vous savez, c'est Oleya, on l'appelle à Lomé. Oleya. Oui. C'est vous qui m'appelez. Et vous savez comment cela s'appelle au Cameroun? Pas encore. Bensikner. Pardonnez? Bensikner. Bensikner. Bensikner et certains Bensikner sont dotés même de radio et autres. On vous joue de la musique à moto. Hein. À moto. Non, mais ça a commencé déjà dans notre pays avec certains conducteurs de taxi moto. Vous retrouvez sur leur véhicule à 2 roues. Certains n'aiment même pas qu'on dise moto. Oui. Véhicule à 2 roues. Quand vous les voyez jouer de la musique, ils ont un appareil dedans. Bon, ça a déjà commencé quand même, mais ça n'a pas encore pris. Ce que nous appelons communément les MP3, les MP3 qu'on accroche quelque part. Tout à fait, ils captent la radio, bon, seulement qu'on ne peut pas capter la télé, mais ils captent la radio, vous suivez la radio. Bon, qui sait, peut-être que la télé aussi viendra. Peut-être la télé viendra. On va mettre la télé derrière le conducteur de taxi. Dieu seul sait où placer. Alors, donc, notre ami
conducteur de mototaxi de ce Jouanon, Jérémy Kisezounon. Il a 15 ans d'expérience dans ce domaine et il se prononce sur les récentes malversations financières intervenues dans l'armée au sein, bien évidemment, de la police républicaine, hein, où le Conseil des ministres a prononcé des sanctions contre 27 S, policiers et S gendarmes. On vous invite maintenant à suivre le conducteur de mototaxi juste derrière. Le débat fait le croiser avec Cyriaque Dekenou et Narcisse Ressou, les deux, revisiteront le mandat de la Cour constitutionnelle de Théodore Olo. Maintenant, il y a mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Jérémy. Qui sait son nom, Jérémy, depuis 15 ans. Je vais donner très courage à monsieur le ministre de l'Intérieur. Et en plus, l'espérance, le président laisse Patrick Talon. Dans ce pays, on a vu des choses. Il faut finir avec les désordres. Dans l'armée, dans n'importe quel secteur, il faut finir avec ça. Il faut voler dans notre pays. Si quelqu'un fait son travail, on va le féliciter. Si quelqu'un fait mal, on va lui appliquer la loi. Ce qu'il lui reste, ce que le ministre a fait, moi je suis d'accord avec ça. S'il fait ça, les autres vont rentrer dans leur caserne. Hein? L'armée, ce n'est pas quelque chose qui va s'amuser avec ça. L'armée, on appelle l'armée, c'est comme de couvent. En tant qu'homme d'armée, tu sors du dehors, tu vas du tout. L'armée, ce n'est pas nous les éminemment qui parlent partout. C'est un corps, c'est comme couvent. Il ne peut pas agir comme ça. Ce que le ministre a fait, moi, je veux rien. C'est bon, hein? Non, ça, c'est pas bon. Ils ont fait ça avant, mais c'est fini avec ça maintenant. Le monsieur qui est là maintenant, notre président là, il va finir avec ça. C'est ça, je dis non. Hein? Il faut qu'on finisse avec ça. Moi je travaille, un autre va bouffer mon argent. Ça ne se fait pas. Moi j'ai été aux missions, toi tu n'as pas bougé, toi tu restes là, tu bouges, mon argent vient, tu bouges, ça c'est pas bon. Hein? Il faut finir avec ça dans ce pays. Si c'est sans grande transition que nous retrouvons dans le débat Faire croiser. Les deux invités y sont. Je vous en parlais tantôt. C'est deux confrères de la presse écrite nationale. Cyriaque Dekenou, il est directeur de publication de Émergence Info. Bonjour Cyriaque. Bonjour Maurice. Et en face de vous, Narcisse Ressou, un habitué de ce plateau. Il est rédacteur en chef du quotidien Palmarès. Bonjour Narcisse. Bonjour Loris, bonjour téléspectateurs. Et oui, et le mandat Olo s'en va finir. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Le bureau de l'Assemblée nationale a commencé déjà, sinon, a joué sa partition pour la prochaine mandature, a désigné déjà ces 4 représentants qui devront siéger pour le compte de la 6e mandature, bien évidemment, de la Cour constitutionnelle au Bénin. On attend que les 3 représentants qui seront bientôt désignés dans quelques heures ou dans quelques jours par le président de la République. Mais avant d'aborder les perspectives pour la mandature à venir, eh bien, revisitons quelque peu le bilan du mandat Olo. C'est ainsi que je me plais à l'appeler. Et pour faire l'exercice, vous y êtes, chers confrères. Bon, à nouveau, bonjour. Cyriaque Dekenou, je démarre par vous. On n'aura pas, rassurez-vous, à visiter point par point, décision par décision, non. Mais on fera ne serait-ce qu'un résumé. Et on tentera aussi un parallélisme d'avec ce mandat, d'avec, je dirais, les mandatures passées. Cyriaque, le mandat Olo. En général, que peut-on y retenir? D'abord, je vous remercie. Je crois que Olo doit quand même, disons, être fier de finir son mandat, enfin, parce que il faut avouer que ça n'a pas été du tout facile et que cette cour a été tiraillée de part et d'autre. Ah bon. Et si nous devons quand même, disons, parler en termes de mandat, en termes de bilan, il faut reconnaître que cette cour a été l'une des cours les plus sollicitées. Aujourd'hui,
les Béninois... Pourquoi le dites-vous? Cette coup n'a pas organisé je m'explique. Conduit autre chose que les autres mandatures précédentes. Je m'explique parce que Olo vient de faire, je crois, 10 ans à la tête de la Cour constitutionnelle. Je crois très bien. C'est un mandat de 5 ans. Oui, de 5 ans. Donc c'est que... reconduit Robert Dossou, après Yaïla. Après Yaïla, oui. A fait venir Olo. Et a fait venir Olo. Donc je crois que... C'est bien ça. C'est bien ça. J'espère que ne se trompe pas. Non. C'est après Olo, c'est après Robert Dossou. C'est bien après Robert Dossou. Déjà même en 2015, je crois que Yaïbouni avait la possibilité. Bon, ok. Je crois que lorsque je parle de ce que... Je n'appréhende pas encore au fait quels éléments constitutifs vous voulez réunir pour votre habilité. Ok, bon, au fait, c'est que je crois que Théodore Olo a eu la chance de diriger cette cour-là, qui a été l'une des cours les plus sollicitées. Les plus sollicitées, pourquoi? Parce que... C'est justement là que je vous invitais à préciser. Oui, les plus sollicitées parce que c'est cette cour-là qui a dirigé la dernière élection présidentielle. Et lorsque je parle en termes de sollicitation, c'est par rapport à ce qui s'est passé déjà depuis avril 2016 jusqu'à ce jour. Vous voyez, les Béninois ont plus de facilité à saisir la Cour quand il s'agit des questions, quand même, disons, de constitutionnalité. Que par le passé? Que par le passé. Vous allez voir, même sur des questions d'actualité, que même des citoyens... Ce n'était pas interdit avant? Non, ce n'était pas interdit, mais je crois que peut-être que c'est le développement des réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a eu plus de vulgarisation maintenant. Oui, et vous donne l'impression que... également, c'est que le développement des réseaux sociaux a facilité cela, et puis sur une question ou une autre, les gens sollicitent et la Cour qui doit se prononcer là-dessus. Autre fait, vous allez voir que nous avons pu observer en ces derniers temps-ci des situations où on pourrait quand même dire que la Cour était un peu en accrochage avec l'exécutif par rapport à des décisions qui étaient rendues, ou d'autres estimaient quand même que la Cour prenait parti, ou de part et d'autre quand même, c'est qu'on voyait que la Cour n'était pas impartiale. Je disais on voyait. Ça, ce n'est pas mon point de vue, mais j'interprétais quand même ce que les uns et les autres disaient. Et également, c'est au cours de cette mandature de la Cour constitutionnelle qu'on a observé la démission d'un conseiller, notamment Simplice Dato. Donc, c'est ce pourquoi je dis que cette cour-là a été l'une des cours les plus sollicitées, parce que véritablement diriger cette cour-là, où de part et d'autre, ils étaient tiraillés, ce n'était pas du tout facile et ce n'était pas gagné d'avance. C'était ça. Narcisse Ressou. Vous pensez que cette cour a été la cour, l'équipe la plus éprouvée? Je dirais oui. Je ne dirais pas non. Toutes les cours ont été éprouvées à leur manière. Mais la cour de l'eau, sous la rupture, est quand même à féliciter. Hein? Seulement sous la rupture? Non, j'en viens. Sous la rupture, quand même, parce que très sollicité sur son mandat qu'il a fait de 5 ans là, très sollicité sur 2 ans, puisque 3 ans sous Boni Yayi, 2 ans sous Patrice Talon. On sait en 2 ans comment la Cour de l'eau, très sollicitée, et même par rapport à cette question de démission de sa Cour. Donc, il faut faire revenir à ce bilan de sa Cour. Elle n'est pas la seule éprouvée, mais elle est la Cour quand même qui a fait beaucoup de baume au cœur aux Béninois. Pour aller un peu plus en arrière, il faut voir que, bon, Olo étant venu remplacer Robert Dossou, 2 juristes de haut niveau, Olo étant... Comme ses prédécesseurs. Bien sûr, comme ses prédécesseurs. Quand je lis Robert Dossou à Théodore Olo, c'est pour dire que ces personnalités ont participé à la rédaction de cette constitution-là. Elles étaient à la conférence nationale. Elles sont les pères de cette constitution-là. Donc, je ne voudrais pas encore en venir là, mais c'est un peu à regret que ces personnalités-là doivent partir. C'est un peu à regret.
Et j'ouvre une brèche avant de revenir à d'où j'étais parti. Ça dit, si aujourd'hui on doit penser à la révision de notre constitution, c'est sans exclure ces personnes-là. Ça dit, il faut voir ces pairs de la constitution, et il faut les rassembler. Ces jeunes juristes aujourd'hui qui font aussi leurs preuves sur le terrain, mais qui n'étaient pas pairs de cette constitution, qui ont fait d'autres expériences aussi, doivent être associés pour qu'on puisse avoir une nouvelle constitution beaucoup plus équilibrée, c'est-à-dire badée d'expérience, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire récemment. Maintenant, je reviens à ce bilan. Il ne faut pas oublier que la cour de Holo, même sous Boni Yayi, était beaucoup tirée. C'est-à-dire, on a souvent tendance à voir la main de l'exécutif, c'est-à-dire tirer la cour constitutionnelle. On a vu sous Boni Yayi cette affaire de 40 ans avec Komi Kouché, une décision tellement controversée qui a fait 39+1. Ce sont les gymnastiques d'interprétation de la loi. Et s'il faut aller dans le fond, c'est qu'on peut lui donner raison. De notre côté, les gens vont dire, mais quand même, il n'a pas besoin de faire tant d'efforts pour pouvoir faire passer quelque chose qui était difficile aux Béninois d'accepter à l'époque, même si dans son développement, dans la décision de la Cour Holo, la chose pouvait passer seulement que les Béninois n'étaient pas prêts à accepter une telle interprétation. Et quand vous quittez là, il y a eu cette difficulté d'organiser les élections sous Boni Yayi. Et quand bien même on dirait que c'est une coup tirée ou bien qu'il soit de connivence avec... Vous faites bien de le notifier. Oui, qu'il soit tiré ou de connivence avec l'exécutif à l'époque. Mais on a vu encore Robert Dossou taper du poing sur la table pour Boni Yayi, pour donner aussi des ultimatums, comme il en a eu, comme il en a fait tout récemment avec l'Assemblée nationale. Vous dit, vous organisez les élections dans tel délai. Vous convoquez le corps électoral avant telle date. Sinon, vous donnez les moyens. Sinon, telle autre institution remplace la Sénat. Il a fait tout pour le tout, quand même, pour faire respecter la Constitution. Et ce qu'on doit... la raison pour laquelle on doit beaucoup plus le saluer, c'est de nous avoir permis, malgré tout, de connaître, parce que vous n'oubliez pas, quand on dit de Boni Yayi, qu'il a, il a mis à l'épreuve la constitution béninoise. Il y a des paramètres qui n'étaient jamais abordés. Et qui n'étaient pas exploités. Et il est allé là, donc il a mis aussi au lot, un peu à rude épreuve. Mais ce dernier, quand même, a su garder sa hauteur. Il a su mettre son expérience à l'œuvre pour pouvoir faire cette transition-là. Et vous imaginez, il évoquait tout à l'heure, l'élection de 2016, ce n'était pas ça. Et Holo a pu jouer le rôle comme un sage de la cour. Et on a pu avoir cette transition. C'était... c'était gagné d'avance, mais ce n'était pas sans accroches. Maintenant, pour finir, c'est voir maintenant les 2 ans sous Patrice Talon encore, qui malheureusement a du jamais vu mis la Cour constitutionnelle, a traité la Cour constitutionnelle de tous les noms d'oiseaux. Je ne dis pas Patrice Talon lui-même, mais je dis sa gouvernance. Parce que si des décisions de la Cour, puisque les décisions de la Cour ne sont pas coercitives, même si elles sont sans recours, il n'y a pas de coercition pour que le gouvernement s'exécute. Donc il y a des décisions qui sont bafouées comme ça, au point où on est arrivé à entendre qu'il faut les jeter, les décisions de la Cour, il faut les jeter à la poubelle. C'est des choses qui aujourd'hui nous laissent craintifs par rapport à l'avenir, quand nous perdons ces personnalités-là qui sont pères de la Constitution et qui partent. Je vous précise que nous aurons un deuxième pan de cette émission, une autre série. Ce sera une série d'émissions pour décortiquer, pour poursuivre le bilan. Nous aurons à nous consacrer plus tard à certaines décisions. Mais pour le moment, on aborde beaucoup plus, je dirais, le rapport Cour constitutionnelle et surtout l'exécutif. C'est ce qui nous intéresse maintenant, et surtout la comparaison du fonctionnement du mandat Holo d'avec ses prédécesseurs. Alors, Syriac Diekenou, vous pensez que pendant ces seulement 2 ans
la rupture a secoué plus que jamais non, bon, au fait, je crois que ça soit sous la gouvernance de l'ancien chef d'État Boni Yahi ou sous la gouvernance actuelle du président Patrice Talon, que la Cour béninoise, elle a été mise à rude épreuve. Et lorsqu'on le dit, ce n'est pas peut-être, disons, pour peut-être, disons, c'est que peindre à moi la gouvernance d'un par rapport à celle d'un autre. Mais il faut reconnaître que déjà à partir de 2015, pour l'organisation des élections législatives 2015, que ce soit les élections législatives 2015 ou les présidentielles de 2016, même jusqu'à la proclamation des résultats, ça n'a pas été du tout facile. Et c'est vrai qu'on aurait eu peut-être Komi Koutié comme dauphin de l'ancien chef de l'État Boni Yahi si cette cour-là ne s'était pas prononcée pour quand même, disons, dire que les choses doivent passer de telle ou telle façon. L'autre fait qu'il faudrait aussi quand même, disons, analyser, c'est quoi? Il y a des décisions que moi je dis décisions apolémiques. Apolémiques pourquoi? Parce que chacun y va de son point de vue. En ce qui concerne surtout la question du retrait de droit de grève, en ce qui concerne également aussi l'installation des membres du COS-LEPI. Vous voyez que l'on se situe dans une position ou d'une autre et les gens apprécient quand même, disons, les différentes décisions rendues par la Cour constitutionnelle en fonction de leur intérêt. Et moi, je crois qu'on doit à chaque instant rester toujours au-dessous de la mêlée parce que la Cour constitutionnelle béninoise, c'est une cour souveraine qui a toujours fait ses preuves, que ce soit sous le président Mathieu Kérékou, que ce soit sous le président Nicéphore Dieudonné Soglo ou que ce soit sous le président Boni Yahi. Et c'est pour cela que je n'accepte pas et je n'accepterai pas les propos qui tendent à avilir la Cour. Les propos qui tendent peut-être à dire qu'il faut jeter les décisions de la Cour dans la poubelle. Je crois que ce sont des propos vatangais, des propos qui n'encouragent pas les partenaires internationaux à donner une certaine crédibilité à notre Cour. Et je crois que lorsque, par exemple, par rapport à des décisions allant dans le sens du retrait de droit de grève, la Cour a dit que cela n'est pas possible et que c'est contraire à la Constitution, que l'exécutif s'est rangé. Ça, je crois que c'est un comportement républicain. L'autre fait, c'est quoi? Par rapport... On souligne rarement cela. Bon, l'autre fait, je crois, par rapport à la désignation des membres du COS-LEPI, je crois que la responsabilité, elle revient au Parlement. Elle revient au Parlement. La Cour a joué son rôle. La Cour a joué son rôle. Oui. Et l'exécutif ne se retrouve pas dans une position pour donner des injonctions au Parlement. Non. Même si parfois, on a comme l'impression que parce qu'il y a un bloc de députés, peut-être qui soutiennent le pouvoir en place, qui ne s'exécutive pas et que c'est peut-être le pouvoir qui aurait peut-être fait un certain nombre de choses. Moi, je crois que je ne me positionne pas en défenseur du gouvernement. Non, loin de là. Mais je crois que il faut quand même qu'on puisse essayer un tant soit peu d'observer les choses pour pouvoir situer les responsabilités. Pour que chacun puisse quand même, disons, se sentir responsable de ce qui se passe. Si, par rapport à la décision de mettre en place le COS-LEPI, la décision de la Cour n'a pas été respectée et qu'on a assisté à ce retard-là avant que les membres du COS-LEPI ne soient installés, par rapport à ça, moi je dis, c'est le Parlement qui en est responsable. Donc, de façon ramassée, qu'est-ce que je veux dire? Que ce soit sous Boni Yahi, que ce soit sous la rupture, je crois que la Cour, elle a été véritablement éprouvée. Et c'est là où il faut féliciter Théodore Olo, parce qu'on a assisté même, et c'était même une première, un membre de la Cour a démissionné. Mais malgré cela, la Cour a toujours fonctionné, et sans qu'il n'y ait quand même, disons, des blocages et des décisions, d'autres décisions quand même importantes ont été rendues par la suite. Et le souhait, c'est que la prochaine Cour qui sera installée, il faut véritablement que cette Cour-là soit souveraine. Qu'elle soit véritablement souveraine comme celle-ci. Elle a toujours été. Comme celle-ci. Je dirais plutôt qu'elle soit au service de la démocratie et des Béninois. Oui, elle a toujours été. Et on n'en a pas eu on n'a pas connu une Cour pardon, au Bénin qui soit
à l'image de ce que disait un confrère hier sur ce plateau, dans le schéma du pipan. Non. Bon, alors, donc ça vous dit, il n'y a pas eu de coup. Non, il n'y en a pas eu tantôt, ça vacille, mais même pas, je dirais pas. Non, je dirais pas. Tantôt ça vacille. Je dirais pas. Tantôt ça dirais pas. vacille. Ce sont des interprétations, ce sont des interprétations, des lectures, et c'est peut-être. Non, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que au fait, c'est vrai que nous ne sommes pas des juristes. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai souligné un fait que nous ne devons pas perdre de vue. Vous savez, nous avons toujours en nous, que ce soit homme des médias ou que ce soit un citoyen simple, nous avons toujours en nous c'est ce côté politique, ou bien c'est que des sensibilités politiques données. Ce qui fait que lorsque la Cour rend telle décision, et que ça ne va pas peut-être dire c'est qu'en faveur de l'opinion que nous partageons, on estime quand même dire c'est que la Cour devrait en principe aller à tel niveau. Vous voyez, par rapport à la question du retrait de droit de grève, dans le fond, les arguments avancés peut-être par le gouvernement et par les parlementaires qui sont allés pour quand même dire c'est que voter la loi qui consacre le retrait de droit de grève, les arguments sont pour la plupart des arguments fondés, c'est-à-dire quoi? Nous voulons à ce que ces corps sensibles quand même puissent offrir à la population quand même dire c'est que des services 24 heures sur 24 heures. Que pour des questions corporatistes, pour quand même dire c'est que des questions de primes, que l'on n'aille pas en grève. Lorsque vous voyez ça d'une façon beaucoup plus sociale, dans l'angle quand même c'est que humanitaire, on se dit oui, c'est une bonne décision. Mais sur le plan constitutionnel, on dit mais non, ce n'est pas possible. C'est pour cela que je dis, ça dépend du camp dans lequel on se trouve. Et ça dépend quand même que ce ne sera pas une affaire de camp. Et c'est justement dans il faut arriver à reconnaître. C'est justement le type de prisme qui fait que nous apprécions mal les décisions de la Cour constitutionnelle. Chacun l'apprécie selon sa position. Chacun l'apprécie selon ses couleurs politiques. Il faut arriver à reconnaître que tantôt ça vacille. Cependant, je m'en tiens au discours de Maître Adrien Humbedji à l'ouverture de la dernière session en cours, et qu'il a dit, je ne reviendrai pas sur ces mots, mot pour mot, mais si je le paraphrase, c'est qu'il est en train de dire clairement que parfois, les décisions de la Cour, on a envie de les discuter. Mais et on ne peut pas, parce que les recours sont sans recours. Les tests sont ce qu'ils sont. Ça dit, si je retrouve dans l'esprit de ce qu'il disait, parfois, cette décision, on se pose assez de questions. Mais après tout, c'est la Cour constitutionnelle, c'est notre fétiche. Il faut qu'on le respecte. Il faut qu'on se plie à cette décision. Donc, en cela... Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on respecte le fétiche que vous évoquez? Tout à l'heure... Mais non. Si je prends par exemple, vous voyez maintenant, on nous plaque le drapeau malien sur les documents un peu partout, alors qu'il y a facilité de mettre sous la même forme le drapeau béninois. La Cour a dit, qui aujourd'hui respecte, on s'en fout au Bénin. Donc, ce sont ces genres de situations qui sont déplorables. Et tout à l'heure, vous disiez par rapport... au retrait de droit de grève que le chef de l'État s'est plié. Mais nous avons des inquiétudes. Quand vous voyez, quand il rencontrait, je crois, les syndicats du port autonome de Cotonou à l'époque, et évoquant lui-même ce sujet, il dit, oui, la Cour, c'est la Cour, on s'est plié, en entendant d'y revenir. Et aujourd'hui, nous, on se pose la question, en attendant que la Cour le passe, en attendant qu'une autre Cour constitutionnelle dans laquelle il penserait avoir la même mise s'installe, ce sont des questionnements. Ce sont des questionnements, des inquiétudes que nous avons. Et c'est ce qui me fait, Et c'est en cela que nous c'est ce qui me conforte davantage dans ma position de vouloir consacrer ce numéro de Faits croisés au rapport. Voilà. Au rapport entre ces deux institutions. Le rapport entre la Cour constitutionnelle, le rapport de la Cour constitutionnelle. Nous resterons constamment dans l'appel, afin que ceux qui seront installés très bientôt, comme quelqu'un l'a dit, je le répète encore, dès qu'on rentre à la Cour, on devient sage. Je crois que... Et on paie toute étiquette. Toute étiquette. Toute couleur politique. Je crois que ce serait
ce serait tartuffe d'espérer une lune de miel entre les sages de la Cour, entre la Cour constitutionnelle et l'exécutif ou le Parlement. Mais quel devrait être Non, en fait, c'est le rapport entre les il ne devrait pas avoir le risque. Non, soyons réalistes, revenons. Moi, j'insiste qu'on revienne. On dit quoi? Parlant de rapport, ce à quoi nous avons assisté ces derniers mois par rapport à la Cour constitutionnelle, par rapport à l'exécutif, ou ces derniers 2 ans, c'est extrêmement grave, inquiétant, et cela doit nous interpeller par rapport à la nouvelle Cour grave en quel sens? Qui doivent s'installer. Il a parlé tout à l'heure de la démission d'un membre de la Cour, en la personne de M. Dato. Et si vous voyez la période avant cette démission, comment on a orienté la communication gouvernementale contre la Cour constitutionnelle, ça dit, vous êtes tenu. Je crois. Comment la communication gouvernementale est organisée? Vous savez, je crois que nous sommes tous. Non, nous sommes. Qu'a dit le gouvernement? Nous sommes tous dans la presse. Laissez-le aller au bout. Aller au bout. Nous sommes tous là, nous sommes tous sur le terrain. Nous savons les organes qui communiquent pour le gouvernement. Et quand vous voyez ces organes, tous, dans l'unanimité, faire des communications pour cribler, pour ternir l'image de la Cour et de son président, et quand ce film-là passe 2 semaines avant, et quand une démission s'orchestre au niveau de cette Cour, quand les décisions de cette Cour, dans la période que j'indique, sont appelées à être jetées à la poubelle par des gens, des personnalités qui sont proches du pouvoir, quand des décisions de la Cour ne sont pas respectées, quand l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui, avec le BMP, soutient de façon tangible l'exécutif, quand cette Assemblée nationale peine à se conformer à la décision de la Cour, et c'est finalement après acrobatie ou bien pas césarienne que l'Assemblée nationale accouche pour respecter la décision de la Cour. Vous ne voyez pas qu'il y a, ça dit, il y a des raisons d'être inquiet, de se poser des questions et de dire attention pour l'avenir. Et quand vous voyez la façon dont aujourd'hui on fait la nomination, bien l'élection, le choix, pardon, je dirais que simplement, des membres de cette nouvelle Cour. Qui respectent les tests. Je ne refuse pas. Qui respectent les tests. Je ne refuse pas. Mais quand on fait ces acrobaties, nous avons toutes les raisons d'être inquiets. Mais moi, je voudrais croire que quand on rentre à la Cour, on devient sage. On n'a connu aucune Cour qui soit une caisse de résonance, mais qui soit pimpant du début jusqu'à la fin. J'ai suivi l'organisation de votre argumentaire. Je crois que... Je pense plutôt que c'est... Que Narcisse est quelque peu alarmiste. Oui, en fait, c'est que je voudrais l'être. Je voudrais surtout que dans ce débat, qu'on se base sur, disons, le factuel. Des choses dont peut-être nous avons la preuve, ou bien c'est que des choses qui peuvent être vérifiées de la façon la plus facile possible. Parce qu'il parlait tout à l'heure de ce que la communication du gouvernement aurait été orientée par la Cour. Moi, d'abord, c'est que je ne partage pas... Il a dit contre la Cour. Il a dit contre la Cour constitutionnelle. Contre la Cour constitutionnelle. Oui, c'est son constat, ça. C'est son constat à lui. On le lui concède parce que ça n'est pas le constat que... L'autre chose, au fait, c'est que ce que moi, je voudrais souligner, c'est quoi? C'est que ce n'est pas pour rien qu'on a parlé des sages de la Cour constitutionnelle. Et j'ai toujours dit une chose ici. N'espérons pas que le rapport entre la Cour constitutionnelle et l'exécutif, ou bien le Parlement, soit, disons, c'est qu'un rapport, et que ça soit la lune de miel. Mais non. Et l'autre chose, c'est quoi? N'a-t-on pas observé par le passé des craintes pour que, quand même, Dieu sait que certaines décisions de la Cour soient violées? N'a-t-on pas observé par le passé des craintes pour que lorsque la Cour est sollicitée sur telle ou telle question, que la Cour rende telle décision qui va en faveur de l'exécutif? C'est pour cela que je dis toujours une chose. Laissez-moi aller au bout. C'est pour cela que je dis, tout dépend de la position, tout dépend de la position dans laquelle nous nous trouvons. L'autre chose que j'aimerais souligner, c'est quoi?
si on vous installe et qu'on vous appelle sage, c'est que vous vous mettez au-dessus de la mêlée. C'est notre Est-ce qu'une communication, et c'est ça ce que je dis, est-ce qu'une communication, que ça soit une communication que l'on qualifie, que l'on qualifierait, mais c'est que de communication de la mouvance, de communication de l'opposition, pourrait influencer la Cour à rendre sa décision? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, c'est que ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Ce sont de hauts juristes que l'on installe là. Que l'on installe là. Et vous venez tout à l'heure de dire une chose. C'est que les bruits que l'on peut faire peut-être autour d'un fétiche ne peut pas empêcher le fétiche c'est que de rendre le sacrifice ou bien c'est que d'accorder la bénédiction qu'il doit accorder. C'est pour cela que je vous dis une chose. Ces questions d'appréciation, de communication, ou bien c'est que ces questions qui tendent à montrer que coûte quand même, c'est que l'exécutif aurait influencé un certain nombre de décisions de la Cour constitutionnelle. Moi, je crois que ce ne sont que des interprétations qui sont fausses. Je reviens à vous, Nassi. Syriac Dekounou, vous avez suivi il y a, je dirais, quelques mois, ce communiqué de la Cour constitutionnelle qui fait état de son budget, de ce que la Cour aurait été empêchée de bien fonctionner. Vous l'avez suivi, ce communiqué signé de la Cour, l'avez-vous suivi? J'ai très bien suivi cela. Alors, est-ce que, en ce faisant, nous respectons ce que vous appelez tantôt fétiche? Est-ce que, sur ce point, ça n'est qu'un exemple. Non, du rapport constitutionnel exécutif. Et on a traité dans les journaux que la Cour a consommé. Un instant. Attendez d'abord. Sur ce point, vous allez voir qu'il y a eu deux versions. Moi, je m'en tiens. Non, écoutez d'abord, c'est officiel de la Cour constitutionnelle. Ne vous en tenez pas simplement au communiqué de la Cour constitutionnelle, mais également aussi, en tenez-vous au communiqué de ceux qui sont au ministère des Finances, qui auraient estimé en son temps, que, au fait, en aucun cas, le budget... Qu'ils ont débloqué le Oui. Qu'ils ont débloqué le budget. Qu'ils ont débloqué. Le budget a été bloqué à quel niveau alors? Mais écoutez, moi, c'est vrai. Le budget a échoué où? C'est là le problème. La Cour n'est pas... Vous savez, au fait, c'est que lorsque nous appréhendons certaines situations au premier degré, on est tenté de dire, waouh, c'est parce qu'il y a telle et telle chose. Écoutez, il y aurait eu cette affaire-là au début du mandat du président Patrice Talon et personne n'aurait crié scandale. Il y aurait eu cette affaire. Mais tout dépend. Qu'on empêche littéralement une haute institution de fonctionner. Personne n'a empêché la Cour de fonctionner. On était dans un contexte où... J'ai eu à confronter les chiffres. On était dans un contexte où, je vous dis, on était dans un contexte où la Cour était en train de rendre des décisions qui peut-être c'est que n'arrangeaient pas l'une des parties. Et ça, c'est clair. Et lorsque cette affaire-là et lorsque cette affaire-là était sortie en ce temps... Mon vis-à-vis n'a pas voulu. C'était vraiment une affaire où beaucoup pourraient interpréter ça comme une décision ou bien une volonté de l'exécutif de bloquer le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et qu'est-ce que... Est-ce que la Cour est revenue? Puisque, au fait, lorsque des cadres du ministère des Finances ont estimé que la Cour avait déjà consommé, je crois, 2/3 de son budget. Est-ce que vous avez eu la contradiction? Mais à quelle date de l'année? À quelle date de l'année? Et à quel moment de la fin du mandat? C'est en fonction de cela que la Cour est intervenue pour sortir son communiqué. Alors, ça n'est qu'un exemple. Ça n'est qu'un exemple, pour nous devons nous réjouir. Pour préciser quel est le rapport. Nous devons nous réjouir, comme vous l'avez dit, que toutes ces dérives-là se produisent à la fin de ce mandat de la Cour Olo. Et qu'une nouvelle Cour doit être installée. Et cela, c'est cela que je dis, ça doit nous interpeller. Est-ce qu'on va encore bloquer le financement de la nouvelle Cour? Est-ce qu'on, cette décision, est-ce qu'on va orienter des communications? Parce que c'est dans les journaux. C'est ce qui a obligé Olo à sortir le communiqué pour préciser les choses. Donc, ce sont des dérives auxquelles nous avons assisté et que aujourd'hui, à la veille de l'installation d'une nouvelle Cour, nous devons prier et interpeller les acteurs de chaque côté, que ce soit de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du gouvernement, l'exécutif, que ce soit les choisis
que ce soit la société civile, le peuple béninois, nous devons savoir que jusqu'à aujourd'hui, le fétiche que nous avons et par lequel nous sommes respectés de par le monde, c'est encore la Cour constitutionnelle là. Oui. Et que c'est pour une première fois qu'on a assisté à la démission d'un de ses membres. C'est indicateur. Non, mais ça n'est pas un fait. Ça là, c'est un indicateur. Ça là, c'est prévu par les tests. C'est un indicateur. C'est prévu. Et les conditions de son remplacement j'aimerais sont prévues. statuer sur ce fait. C'est un indicateur. Parce que la démission du conseiller Simplice Dato n'est-elle pas une preuve palpable de l'imbroglio qui régnait au niveau de cette cour-là? Nous sommes une chaîne de télévision. Non, ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse. C'est pourquoi je lui rappelle la démission de cette... Il n'était pas seul prévu à démissionner. Non, mais là, c'est de la prémonition. Là, vous faites de la prémonition. C'est pourquoi je lui dis que nous sommes une chaîne de télévision et que nous ne sommes pas censés de tout dire. Non, même si ça n'est pas le cas, même si nous étions dans les couloirs, nous ne dirons pas actuel, c'est pas. En fait, nous le dirons pas. C'est que le conseiller de la cour a démissionné. Pourquoi ce conseiller de la cour là a démissionné? Nous le dirons pas. Non, parce que nous n'avons pas des éléments constitutifs. Même si nous le dirons pas. Plausible, on n'en a pas. Alors, merci Syriac, merci Narcisse Ressou. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas le dire ici. Abstenons-nous. Non, ce que je dis, on est d'accord que ce qu'évoque Narcisse Ressou ne peut être prouvé. Soit c'est de la supputation, soit c'est de l'analyse de journaliste. C'est une preuve palpable de ce que il y a 1000 mètres Syriac, Narcisse. On va se retrouver les semaines prochaines pour poursuivre ce bilan. On fera ce bilan sous un angle purement juridique. Les fois à venir, on aura à confronter des décisions, confronter et comparer des décisions de l'actuelle Cour avec les cours précédentes, et ce sera une lecture qui sera faite avec des juristes, ceux qui maîtrisent la lecture, ceux qui manient à dessein le droit, la Constitution, bien évidemment. Alors, merci pour la disponibilité, merci pour la confrontation, merci pour l'exposé et la volonté de cracher du vrai. C'était le débat. Fait croiser, Matin d'Éden se poursuit. À suivre maintenant la sélection d'Éden avec Ahmed Arikpa et la chansonnette de Morille Arnaud Agoua. Puis après, la revue internationale, la revue des plateformes. Et pour finir tout ceci, le sport de Judicaël Polycap à Idjin. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Et oui, la sélection d'Éden maintenant à droit de citer avec Ahmed Arikpa. Bonjour Ahmed. Bonjour à vous, Loris Fouedi d'abord. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Qu'avons-nous sélectionné ce matin? Qu'avons-nous sélectionné ce matin, chers amis? Eh bien, nous avons sélectionné pour vous
une vidéo à voir, une vidéo dont on a déjà eu à parler sur ce plateau. On a d'ailleurs reçu l'auteur de cette chanson, de cette vidéo, si vous le voulez, sur ce plateau. Cela doit remonter à quelques mois. On a reçu un bon nombre. Oui, mais lui, il est dans un univers assez particulier. Je pense que c'est le seul d'ailleurs qu'on ait reçu dans ce genre-là. Ouais. Là, c'est plus simple. Du slam. Du slam, justement. Vous vous rappelez son nom? Du slam, non. Le nom, non. Bonheur. Un monsieur qui avait proposé un joli test. Voilà. Un test bien écrit. On avait suivi entre autres une vidéo réalisée avec Fanny Sénat. Une légère allure de réquisitoire. Justement, parlons-en. Et il situait cela donc aux dernières heures, on va dire, du régime Yahi. Voilà. Et il nous annonçait aussi, évidemment, d'autres projets à venir pour le compte de cette année 2018. On a parlé d'une chanson réalisée et qui a rapport avec les sentiments. Le titre d'ailleurs c'est Viol sentimental, un titre assez évocateur évidemment, et il nous expliquait que déjà c'est de l'histoire vécue et c'est sa manière à lui d'exprimer le fait que parfois on a du mal à laisser s'exprimer nos sentiments et surtout quand il est question d'amour entre deux êtres, l'intervention de ceux qui sont donc dans l'environnement immédiat de ceux-là, les différentes interventions qui peuvent d'une manière ou d'une autre entraver la bonne marche de cette relation. C'est un peu ce qu'il développe à travers la vidéo qu'on va suivre maintenant évidemment, qu'il est question de Bonheur Koïdé qu'on va plus présenter. Bonheur qui est journaliste, il faut le savoir. À la base, oui, il a évolué entre autres sur la chaîne 2 en son temps. Et il continue d'ailleurs donc de travailler dans le milieu en tout cas, mais qui fait aussi donc du slam. On va suivre donc cette vidéo. De la presse, de la musique. Bonheur Koïdé qui chante Viol sentimental. On revient derrière. Il y a d'un culte. Je souhaite qu'on s'aime à embraver l'insulte. cœur est la seule chair, incontrôlable par l'homme. La vouloir volontaire est une perte de sang. La peur est le seuil du portail des serres, du tout anormal en somme. S'ignorer est un viol d'essence. Voici une phrase sensée. L'amour est insensé. Pas la peine de chercher un sens à un sincère baiser. Aimer est un crime, passible de vie. À l'amour et à la rime, je lève ton rire. Ça va? L'amour est une histoire écrite à l'eau de prose, il faut croire pour voir se débattre des roses. Le cœur a ses combats que la raison explore. J'implore tous les débats. Aimer est incolore. Dieu est amour, dit-on. Faut-il s'armer de foi? Dites-moi, que voit-on quand deux idiots s'enlacent? Il y a des murs partout, sauf sur des cœurs de verre. Pour qui sera le doute? Tout homme est mystère. Je t'aime, à emporter les signes d'une plaie dont nos cœurs sont indignes. Mais terre,
on t'appartient tous, nos joies, nos peines et nos quelques frosses. Retour plateau, chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, surtout de Eden Télévision. Alors qu'on suivait à l'instant donc cette vidéo. C'est une manière spéciale pour Igor de nous ramener. De ramener maintenant. Ouais. Oui. Et ça chantait donc à l'instant Viol sentimental avec Bonheur Coïdé. Le fondu une, deux fois et tu sais que voilà. Tu sais que la seconde d'après tu es là. Ça vient quoi. Gare à toi. Autrement, ben voilà. Bonheur, retenez son nom, Bonheur Coïdé. Journaliste mais aussi slammer. Et il nous l'a démontré à souhait à l'instant à travers cette vidéo. Vidéo qu'il ne voulait pas réaliser, qui vous souvienne. Il ne voulait pas forcément donc réaliser la vidéo de ce titre-là. On en parlait tantôt. Voilà, après son passage par ici, après donc, tout ce qu'on en a dit et qu'on l'a incité à le faire, ben voilà, il s'est décidé à le faire. Et voilà ce que ça donne. Viol sentimental, ça parle, voilà, sentiment, ça parle des travers qui viennent souvent entraver, j'ai presque envie de dire, les relations amoureuses qui viennent déranger finalement le vivre ensemble. Pour coller un peu à cette célébration qui a lieu aujourd'hui finalement. C'est vrai que c'est justement. lié au vivre ensemble. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure sur la Musicale Info. Pas seulement sur la Musicale Info, vous en parlerez aussi ici. Ouais. Ben ouais. Bien sûr. Mais j'en ai parlé déjà. Vidons le chapitre. Mais j'en ai parlé déjà. Vidons le chapitre sélection d'Eden d'abord. Oui, après, on va annoncer en fin d'émission en ITTR si tout va bien. Même si hier c'était du Djenda ou... Ouais, Tchinda avec les prodiges du... On ne l'a pas consommé. On ne l'a pas consommé, donc on va retrouver cela très certainement. On ramène Tchinda, je crois, demain. Demain, ouais. Jeudi. Demain jeudi justement où on aura sur le plateau si tout va bien. J'annonce ou pas? Ou je garde le suspense? Bien annoncé. On fait comment? Annoncé. J'annonce. Au cas où il vous posera le lapin, vous aurez assumé. Vous aurez à supporter. Allez, demain, vous verrez en exclusivité, chers amis, des images de la toute nouvelle vidéo de Ramou. Ramou qu'on a reçu le vendredi dernier à la radio sur Diaspora. Oui, je crois l'avoir vu dans les locaux. Sur la Musicale Info dans les locaux, voilà. Elle sera des notes donc demain. Avec la grande Edwige Coutier. Edwige Coutier, voilà, justement. De Radio Tokpa. Donc demain, prenez rendez-vous sur Matin Eden, si tout va bien, elle sera des nôtres. Et c'est si tout va bien ou elle y sera? Non, elle y sera, mais après, tout peut ne pas bien aller. Tout doit bien aller. Non, en fait, j'entends par là, il y a parfois des imprévus. Il n'y aura pas d'impondérable à ce que je sache. Qu'on n'arrive pas à gérer. Elle y sera. Oui, elle y sera. Voilà. On part sur ce principe. Bien sûr. Qu'elle y sera. Elle y sera. Donc, présence. Elle sera assise ici. Donc, sélection d'Eden demain. Et moi, je serai là-bas. On prend le rendez-vous, je précise. Ouais. Sélection d'Eden demain, avec présence au plateau. De Ramou. C'est dit. Ouais. Voilà, dans quel se doit. On parlera de sa nouvelle vidéo, Tigidi Tata, qui a été tournée. Non, je ne vais pas le dire. On attend demain pour donner tous ces détails. Là, vous pouvez même le dire. Non, je ne dirai pas. D'accord. Alors, en ITNTR. En ITNTR, donc, on va rester dans le milieu du slam. D'accord. On reste avec le slam et on va retrouver celui-là qui, évidemment, aura inspiré plus d'un en la matière. J'ai nommé le corps grand malade. Grand corps malade. Oui. Avec une très belle vidéo, très belle thématique. Qui ne propose pas que du test, mais de la voix aussi. C'est de la voix, c'est à faire rêver, c'est à donner... de la voix. C'est compliqué en fait quand on l'écoute de ne pas l'apprécier, tout simplement. Et ce qu'on va suivre d'ailleurs, c'est un morceau qui est sorti, je pense,
dans le même temps qu'on célébrait la Saint-Valentin, puisque c'est un morceau à travers lequel il fait, on va dire, une sorte de déclaration d'amour, d'accord, à celle qui partage sa vie depuis 10 ans. Pourquoi pas? Et ça dit des choses, mais tellement, tellement touchantes, ces choses-là. Vous aurez l'opportunité, l'occasion. Qui lui a permis d'avoir le statut de père. Ah ouais. C'est important de leur consacrer dimanche aussi. Dimanche soir, donc le titre. C'est le titre de la vidéo qu'on va suivre. Du clip. Ah ouais. Alors, et vous parliez tantôt du vivre ensemble. Oui, le vivre ensemble. C'est la journée internationale du vivre ensemble. J'ai oublié de récupérer Corneille sur le sujet. Oui. Il est parti, c'est pas bien grave. On pourra se rattraper peut-être demain, s'il y est. Alors, le vivre ensemble, pour vous, ça dit quoi? Quels sont les éléments constitutifs de vivre ensemble au Bénin, à la maison, dans nos administrations, à Eden TV, ailleurs, dans la rue? Quels sont, selon vous? Évidemment, quand on parle du vivre ensemble, ça fait appel indubitablement au savoir-vivre. C'est-à-dire que ça nous amène justement, comme vous le disiez, à analyser la chose sous plusieurs angles. Rester par exemple sur ce plateau, venir présenter une chronique sur cette émission, ça demande aussi des notions de vivre ensemble, savoir se supporter, savoir respecter l'autre, savoir concéder à l'autre, on va dire, son territoire. Ne pas vouloir faire plus, ne pas vouloir faire plus que le nombre de minutes. Voilà, quand votre rubrique est censée ne durer que 5 ou 10 minutes, ne pas vouloir le faire comme Ahmed. Vous essayez d'aller à 20, à 30. C'est aussi cela, le vivre ensemble ce matin. Mais oui. Et des fois, on essaie donc de briser toutes ces barrières. Non, mais c'est plus profond que ça. C'est plus profond, évidemment. Vous savez, tout à l'heure, dans le moyen de taxi, le moyen de transport en commun que j'ai sollicité et que je sollicite d'habitude pour rejoindre Glo, je constate certains matins que c'est surtout certaines mamans, est-ce qu'elles oublient de clôturer Je sais qu'il va dire une connerie. Est-ce qu'elles oublient de clôturer leur, je dirais, hygiène ou leur toilette buccale? Et c'est dans le taxi, c'est dans le véhicule que vous constatez que parfois on vous dit elles ne sont pas à côté de la portière et elles vous demandent de leur permettre de cracher parce qu'elles ont encore leur cure-dent, leur brosse végétale. Et ce matin encore, j'en ai subi. J'en ai subi et la maman m'a demandé de lui permettre de cracher parce que vous savez, quand vous lavez en bouche, quand vous lavez dans votre bouche, après un nombre de minutes, ça produit de la salive, comme vous le dites, et vous sentez le besoin de vous libérer, de cracher. Alors, c'est aussi cela, un pan du vivre ensemble, parce que du départ à destination, nous passons un bon moment. Et au-delà des effluves, des odeurs ou des parfums aux odeurs provocantes, il y a aussi les effluves. Il y a ceux qui traitent mal leurs odeurs, enfin nos odeurs naturelles que chacun a, vous savez. Mais je me dis, est-ce qu'on doit continuer de se brosser juste dans un taxi? C'est une erreur, Je pense que et je vous dis, ce ne sont pas des jeunes filles cette fois-ci, ce sont des femmes adultes. Des femmes âgées, des mamans, je vous dis. Et la plupart du temps, ce sont des mamans, est-ce qu'elles se lèvent un peu tôt pour le marché ce jour? Pour celle de ce matin, c'est aller au marché de Webo. Je crois que c'est le jour du marché de Webo. C'est compliqué, mais puisque c'est une maman, puisque c'est une personne âgée, comment le dit maman, vous ne pouvez quand même pas continuer à vous brosser. À destination, j'ai voulu passer le message au chauffeur, mais je me suis dit, est-ce qu'on ne dira pas que c'est hautain, c'est peut-être peu poli de ma part? Est-ce que on ne me traitera pas de l'intello ou de celui qui veut se jouer, l'intellectuel? C'est vrai que je n'étais pas en costume, rassurez-vous. C'est à la descente que je me suis changé.
mais je me suis dit que ce serait peut-être pas bien vu. Mais comment corriger un tel comportement, selon vous? Parce que ça participe aussi du vivre ensemble. Ben bien sûr, ça demande justement donc des notions en termes de vivre ensemble. Parce que ces mamans à la maison auront à enseigner, auront à inculquer de bons comportements aux enfants. À leurs enfants. Et des enfants qui malheureusement vont peut-être copier ces habitudes-là. Sachant évidemment que ça peut déranger, que ça dérange en fait, parce que je pense que tout autant que nous sommes, personne n'a envie de voir quelqu'un à côté, voilà, en train de se curer, voilà, les dents. Est-ce que je vous ai dit, parfois avec un peu de chance ou un peu de malchance, on se voit entouré de deux mamans. Qui ont leur brosse végétale. Mais ça, c'est une chance énorme. C'est une chance énorme. Et là, vous êtes bien entouré. C'est le comble, je vous dis, Ahmed. Vous êtes bien entouré. Non, mais ça m'est arrivé. Il faut essayer les taxis un peu tôt. Et ça, c'est qu'un peu la chose, justement, Loïs Freddy, d'abord, parce qu'en termes de vivre ensemble, évidemment, on peut penser, par exemple, aussi aux différentes religions. Vous savez que dans un passé récent, on a un autre vaste département. Voilà, on a connu certains événements sur lesquels on ne va pas forcément revenir ici à travers voilà, des congrégations qui s'affrontent littéralement. Donc, c'est aussi ça. Parce que chaque congrégation croit avoir Jésus en son sein. Voilà. Croit avoir le bon Jésus. Le bon Jésus. Et que de l'autre côté, c'est diable ou l'incarnation du mauvais Jésus. Voilà, on a du mal à s'accepter. C'est pareil en société évidemment. Savoir donc faire avec l'humeur de chacun. Savoir faire avec les principes. Il en est de même dans la colocation. Ah oui, ça, dans nos maisons. C'est un autre aspect encore de la chose. Qui ne sommes pas encore chez nous. Ah oui, un autre aspect de la chose. On est contraint parfois d'affronter le moteur de l'engin du voisin qui est de l'autre côté, et qui doit démarrer devant sa chambre et traverser. Ou peut-être qui à 0 heure, il traverse toute la cour. Qui traverse. Vous avez aussi, voilà, toujours... puisque vous êtes autant locataire que lui, vous ne pouvez quand même pas lui dire, mais, ou peut-être vous tentez de le dire et il l'accueille mal. Et ce sera pour vous votre tasse de thé pour le reste de votre temps dans la maison. Bien sûr. Soit ça se solde parfois par une belle rancune. Et belle rancune, si peut-être vous êtes avec des frères, des sœurs ou avec votre femme, enfants et autres, c'est parti. Vous formez comme ça deux clans dans la maison. Ah ben oui. À ne jamais vous saluer. Et bien malheureusement, parfois... C'est aussi cela, le vivre ensemble. Parfois ça finit très mal. N'est-ce pas? Ça finit très mal. Ça finit mal, ça finit parfois au commissariat le plus proche où vous savez. Ou alors dans les couvents. Suivez mon regard. Ou alors dans les couvents. Oui, et est-ce qu'il faut l'accueillir sur le vivre ensemble ou est-ce qu'il faut le laisser jouer sur tous les stades d'abord et l'accueillir après? Qu'est-ce qu'on fait? Autant le faire en même temps. N'est-ce pas? Ouais. Ce serait bien, non? Faire le lien. Une bonne transition. N'est-ce pas? Et après, on le laissera jouer. On le laissera jouer autant qu'il veut. À finale de l'UEFA. Oui, toutes les disciplines. L'UEFA ce soir, il nous en parlera certainement. C'est vrai qu'il y a mon équipe qui joue. C'est vrai que j'ai un club. Dites-moi tout. J'ai un club. Oui. Musical FC. Je suis le président. Musical Info FC. Je suis le président de club. Oui, Musical Info FC. C'est ça. Sûrement. C'est ça. Bonjour Polycap. Bonjour Loris et bonjour à tous. Et merci d'y être. Je vous en prie. Oui, vous me direz pas pourquoi. Oui. Le vivre ensemble, c'est aussi ça. C'est le premier chapitre de la chronique sport. Et le chapitre 2 sera consacré au sport à proprement parler. Je me savais maître de ma discipline. Oui. Donc, je sais que vous n'avez pas le droit de m'imposer le contenu de ma présentation, monsieur. D'accord, donc... de la revendication, de la maîtrise... De sa chronique. De sa chronique. De la conduite. C'est ça aussi le vivre ensemble. Mais bien sûr. Vouloir m'imposer. Et le vivre ensemble exige de nous sur ce plateau. Exige qu'on ne m'impose pas le contenu de ma présentation. Que chacun se prononce sur le vivre ensemble avant sa chronique. Oui. Avant ou après sa chronique. Mais cette fois-ci, on l'a fait après, mais cette fois-ci, on fait avant. Que voulez-vous que je vous dise sur le vivre ensemble? Oui, le vivre ensemble, comment appréhendez-vous le vivre ensemble dans votre papa natal où vous habitez? On va partir de là, on va partir de votre quartier, de votre rue, de votre maison. Ça vit bien ensemble, oui. Je vous la pose exactement comme Ahmed. Oui, très bien, très bien. Et vous n'étiez pas obligé de préciser que je suis... Donc,
On peut donner d'autres éducations aussi, hein. Si vous je ne vous le souhaite pas. Non, là vous évoquez l'importance des rapports interpersonnels donc, dans la société. Évidemment, les rapports, la qualité des rapports, elle est importante dans les relations humaines que nous avons. Vous me demandez si ça vit bien chez moi. Oui, ça vit bien. En tout cas, dans la mesure où chacun essaye de s'adapter à la vie de l'autre, à la vie de respecter les limites des parcelles de sa liberté. Absolument. Donc, chacun essaie de rester dans son univers, ou du moins, comme vous le dites, dans les limites qui le sont tracées. Vous n'êtes jamais surpris un samedi matin à 5 heures déjà avec de la musique. Il n'y a pas de la musique du voisin qui vous réveille. Il n'y a pas la paroisse, la paroisse de derrière votre maison. Non, parlant de musique, ça n'a même si ce n'est pas du auto qui vous accueille, qui vous réveille. Parlant de musique, ça ne manque pas. Et ça arrive à tout le monde de le faire aussi. J'ai souvenance que quand j'étais encore dans, disons, les alentours de l'université d'Abomey-Calavi, ou au moins dans les résidences universitaires qui sont situées donc, derrière derrière l'université, il nous arrivait aussi à notre niveau de mettre la musique certains matins. Oui, mais là on s'entendait parce que la plupart du temps c'est une colonie, une bonne communauté d'étudiants. Oui, d'accord, soit, mais dans le cas d'espèce... Avec un comportement emprunt à la limite de caprice, donc enfin, idérant justement à l'âge. Soit dans le cas d'espèce, mais on ne demandait pas l'avis de quelqu'un. Il faut mettre la musique le matin. Et il y avait justement un morceau fétiche que l'un de mes frères aimait bien. Jouer chaque matin. Ça c'est sur l'album de Petit Yori d'enfant Siro, Sinzo, cet album. Oui, Sinzo. Il avait une... Ce sont vous accueillir chaque matin. Mais est-ce que les voisins d'à côté l'appréciaient, l'accueillaient de la même manière? C'est là l'autre problème. C'est là, en fait, le pont du vivre ensemble. Et c'est là que je m'en vais vous informer qu'il y a une plainte, justement, en la matière qui a été déposée en son temps. C'est une blague. C'est une grosse blague. Alors Polycarpe, donc je pense qu'il nous faut respecter certains principes du vivre ensemble pour pouvoir continuer à collaborer, à vivre soit dans la même maison, à officier, à travailler dans la même entreprise. Parce que là aussi, il y a du vivre ensemble. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on est tous collègues, mais pas des amis. Mais nous sommes obligés de collaborer toute une matinée, toute une journée et pendant des années. On n'a pas le choix. Et il nous faut forcément respecter des principes. J'ai pas envie, moi, d'être ici, par exemple. J'ai pas envie d'être ici. Ce matin, mais vous êtes contraint. D'être ici avec vous deux, j'ai pas envie du tout, mais j'ai pas le choix. Voilà ce qu'on dit. Mais puisque le boulot le contraint à le faire, eh bien, il y est. Mais l'étant, il ne peut pas quand même commencer à manifester, je dirais, son mécontentement. Mais il doit livrer. Ah ben non. Il doit livrer sa chronique comme cela se doit. Bon, sur le plateau, oui, c'est Ahmed qu'on connaît. Bon chroniqueur qu'on connaît sur le plateau, ça n'a rien à voir avec l'autre Ahmed. Avec l'autre Ahmed. Qu'on peut croiser dans les couloirs du... Avec l'autre Ahmed hors Musical Info. Voilà. Là encore, c'est trois différents Ahmed. Justement, la Musical Info a besoin de moi. Donc j'y vais là. On se retrouve tout à l'heure. Le vivre ensemble, on va continuer à en parler, rassurez-vous, même demain, on va continuer à en parler tout au long de cette semaine. Judical Polycarpe Aïdinou, on joue maintenant. On va vous permettre maintenant de jouer, de parcourir des stades et des stades, si vous le voulez, des disciplines, si vous le voulez. Alors, on ouvre la chronique sport. Qu'il ne nous parlera ce matin que de la Ligue Europa. C'est le jour de la finale. Oui, Loris, et vous faites bien de parler de cela de cette manière. Je le confirme, on ne parlera que de ça ce matin. Et voici donc l'affiche de cette finale de la Ligue Europa Olympique de Marseille. Atlético Madrid, Loris, vous voyez donc cette image relative donc à cette affiche qui va poser ces deux formes
formation finale sur ce mercredi 16 mai 2018. Dans la soirée de ce jour précisément, je vous propose, Loris, de présenter un peu les deux formations. On va d'abord parler de l'Atlético Madrid, évidemment favori de cette finale. Oui. Pourquoi vous le dites ainsi? Je dirais même hyper favori. Si vous voulez aussi. Oui, pas pour faire un affront aux pro-phocéens, non, mais écoutez, quand on confronte les deux niveaux de jeu, je ne ferai même pas l'autre type d'affront de confronter les deux championnats. Il n'y aura pas comparaison en la matière. Mais comparons, disons, les deux niveaux de jeu. C'est diamétralement opposé. C'est, l'Atlético Madrid comporte en son sein plus de vedettes, plus de talent, et plus de talent de haut niveau qui jouent qui se sont confrontés à des compétitions de grande facture que nos chers Marseillais. Vous ne me direz pas le contraire. Voilà ce que je n'ai de cesse de dire tous les jours à mes collègues ici. Loris devrait souvent faire la chronique sportive. Vous avez en tout cas dit ce qu'on devrait retenir. Dispatchons les jours alors. De cette opposition. Pourquoi pas volontiers, Loris. Donc nous parlons de l'Atlético Madrid, favori donc de la finale deuxième de la Liga, le championnat espagnol, club qui a réussi quand même à vaincre la domination des deux géants d'Espagne, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone, au point de gagner le championnat en 2014. L'Atlético, vous l'avez dit, a un bon effectif, a de bons joueurs, à l'image de Griezmann qu'on voyait tout à l'heure sur l'image, en tout cas pour ceux qui suivent l'émission sur le téléviseur, donc sur Eden TV. Griezmann. Il y a aussi Diego Costa, l'attaquant, le transfuge de Chelsea, et aussi un certain Oblak dans les buts, connu pour ses clean sheets, donc connu pour garder ses cages inviolées durant une partie. L'équipe a aussi l'expérience de la scène européenne. Un fond de jeu impressionnant. Ah oui, une équipe, une machine. De quoi étouffer, avaler et en faire même d'une bouchée les Marseillais. On verra bien ce que sera cette finale ce soir. C'est vrai qu'il y a Thauvin de l'autre côté, mais Thauvin et les quelques autres individualités ne pourront pas en tant que telles tenir face à la machine madrilène. C'est intéressant parce qu'il y a prévu parler de Thauvin aussi. Je mettrai l'accent sur le footballeur dans quelques minutes. Donc je parlais toujours de l'Atlético Madrid et surtout de l'expérience de l'équipe sur la scène européenne. L'équipe qui a déjà remporté la Ligue Europa en 2012 et en 2010 également. Équipe faite en définitive pour la Ligue des Champions qui a été reversée en Ligue Europa, vous le savez, cette saison, et donc qui est finalement d'un niveau supérieur à la compétition, la Ligue Europa, la C3. Et puis on dira à propos de l'Atlético Madrid son expérience en Ligue des Champions, surtout les finales perdues en 2014 et en 2016 face à un certain Real Madrid. Quand même une équipe également il faut préciser que l'Atlético Madrid fait partie des rares clubs en Espagne qui tiennent tête au Real Madrid qu'à FC Barcelone. Bien sûr, j'ai évoqué le parcours de l'équipe en championnat espagnol qui réussit à donc écarter un peu la domination de ces deux clubs que j'ai présentés comme étant des géants d'Espagne. Donc vous parlez du Real Madrid et puis du FC Barcelone. Voilà pour les points forts donc, de cette formation. Il y a évidemment quelques points faibles qu'on peut exploiter. C'est une équipe, même si ça ne concerne pas directement ou ça ne concerne pas la Ligue des Champions, c'est une équipe qui a déjà perdu des finales de coupes européennes. Et bien sûr, il faut aussi relativiser ces échecs parce que c'était quand même face au Real Madrid, un autre géant d'Europe. Et puis, enfin, il y a ce dernier élément, non des moindres, l'absence de Diego Simeone sur le banc de touche. Le technicien ne pourra pas être au plus près de ses footballeurs parce que il a été puni pour avoir insulté l'arbitre turpin lors de la demi-finale de la Ligue des Champions. C'était face à Arsenal. Mais ça dit que à la pause, il ne pourra pas se rapprocher de son équipe ou bien... Non, il le pourra. Ce qui lui est interdit, c'est d'être présent sur le banc de touche. Et puis, durant la rencontre, il pourra peut-être être pas très loin donc, de ses footballeurs et passer ses consignes à travers son adjoint, son Burgos, qui sera donc le relais entre lui et ses footballeurs. Donc, il n'y aura pas cette hyperactivité qu'on connaît de l'entraîneur sur la ligne de touche. Il n'y aura pas ces consignes vives qu'il a l'habitude de donner à ses footballeurs. Et ça pourrait
d'une manière ou d'une autre, ça pourrait lui être un peu nuisible, donc nuisible à sa formation. Mais on sait aussi que pour ce qui concerne une rencontre, la plus grande préparation a lieu avant le coup d'envoi donc de la rencontre avec les footballeurs pour déterminer les choix tactiques, pour déterminer la façon d'aborder cette rencontre. On met maintenant l'accent rapidement sur l'Olympique de Marseille, pas favori, on l'a dit, c'est une La Palissade, 4e de Ligue 1 actuellement, équipe en pleine reconstruction qui a du mérite d'atteindre la finale de la Ligue Europa. Vous savez que l'équipe a été rachetée il y a un peu plus d'1 an par Frank Backhout. Donc l'équipe est en pleine reconstruction, comme je l'ai mentionné. L'équipe a quand même un peu de gnaque. Le gnaque, ou si vous voulez, la gnaque aussi, tout est c'est au choix. Et c'est cette attitude qui permet donc à la formation phocéenne de se retrouver en finale de la Ligue des Champions sous un certain René Garcia. Aussi la jeunesse des cadres alignés par Marseille. Et oui, puisque vous parlez de cadres, l'atout numéro 1 de cette formation phocéenne, c'est évidemment son duo d'attaquants, cette association, vous l'avez dit, Thauvin, Payet, et surtout le dernier qui a un peu plus d'influence sur le jeu de l'équipe marseillaise, puisque on l'a observé durant 11 rencontres, et surtout à partir des 8e de finale, il a eu une véritable influence sur la formation, notamment avec ses 3 buts inscrits et ses 7 passes décisives. Et puis l'équipe finalement, en Ligue Europa, n'a d'expérience que ses échecs connus par le passé. En 1999, déjà face à Parme, finale perdue 3-0. Et en 2004 aussi, finale perdue face à Valence 2-0. Mais on retiendra aussi, et c'est le plus important pour l'équipe de Marseille, le succès de la formation en Ligue des Champions. C'était en 1993, au temps d'un certain Basile Boli, donc l'équipe marseillaise qui a réussi à battre la formation de l'AC Milan, finale de la Ligue des Champions. Ça peut être l'élément déterminant pour cette équipe de Marseille, savoir puiser dans cette expérience-là les éléments pour atteindre le succès de ce mercredi soir face à l'Atlético Madrid. Et toujours à propos de l'Atlético, on mettra en définitive aussi un peu l'accent sur le rôle que pourrait jouer ou que devrait jouer un certain Griezmann, international français, qui a déjà perdu des finales de Ligue des Champions, on l'a dit, mais qui a peut-être l'occasion de remporter donc une finale de Coupe européenne. Ce sera pour commencer. C'est comme si c'était fait. De la Ligue Europa. C'est vous qui le dites. C'est du foot, certes, mais c'est comme si c'était fait quand vous confrontez les effectifs, quand vous confrontez le fond de jeu, quand vous confrontez le palmarès, vous savez. C'est du football, ce n'est pas mathématique, je suis d'accord, mais je ne vois pas ce Marseille gagner face à l'Atlético Madrid. Non, je ne vois pas comment. Non, tout le monde est d'avis sur un élément. Je ne vois pas comment, je ne vois pas quelle tactique. Je ne vois pas, je ne m'imagine pas. Je ne vois pas. Non, Loris, tout le monde est d'accord sur un aspect. L'équipe de l'Atlético est archi favorite par rapport à l'Olympique de Marseille, par rapport à tous les éléments que vous avez dérouler Marseille évoqués. Mais il y a l'envie de gagner. Oui, il y a l'envie, mais il y a le jeune âge. Ils vont pêcher aussi par manque d'expérience de temps à autre. Il y a aussi l'enjeu, il y a aussi la taille de l'événement. Et il y a l'expérience de l'autre côté. L'expérience, en plus du talent et des individualités. Et vous me direz demain matin que le plus grand capital d'ennui leur sera causé par leurs compatriotes. Antoine Griezmann, dont je suis parlé il y a quelques minutes. Oui. Merci, Judicaël Polycarpe Aïdilou. On se quitte sur ce clip de Grand Corps Malade, c'est bien. Dimanche soir, c'est du slam, vous allez apprécier. Je pensais que vous alliez nous proposer le clip. Oui, Ginda, hier, oui, c'est reporté à demain. Ah d'accord. Aujourd'hui, c'est du Grand Corps Malade. Oui, du Grand Corps Malade, parce qu'il y avait eu, au niveau de la sélection d'Éden, du slam avec un béninois, viol sentimental. Donc on reste collé, on reste fidèle à cette dynamique de slam. Donc Grand Corps Malade propose ici, dimanche soir, un morceau, Ahmed l'a dit, dédié à son épouse. Merci de nous avoir suivis et passé d'excellents moments à suivre nos programmes. Bonne journée. Ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment. Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop, et que moi je sais que mes 2 mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long. Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom.
Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi je vais te parler et te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Parce que je te chante sur tes manies, mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts, mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes. Et qu'à chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument.